tout le monde connaît cette pièce en or, c'est le 20 francs, c'est-à-dire c'est le Napoléon. C'est ce qui a, pendant près d'un siècle et demi, peut-être moins, a symbolisé la monnaie française et l'or de la France. Mais le lien entre l'or et la monnaie, en tout cas en France, est assez complexe et ancien. Pour ça que, pour le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est l'or de la France, de Napoléon à l'euro, il faut essayer d'expliciter et même d'analyser un peu les liens entre cette matière, ce métal, et la monnaie et notre pays. C'est en fait une triple histoire. Il y a 3 histoires qui sont imbriquées très étroitement l'une dans l'autre. La première, c'est le lien entre le métal et sa valeur monétaire, et la monnaie. C'est le passage de l'étalon or à l'or comme ultime réserve. Le deuxième lien, la deuxième histoire, c'est la quantité. On se pose tous la question, mais combien d'or ? Est-ce que l'or est resté constant en volume ou en quantité, ou au contraire a-t-il fluctué ? C'est la deuxième histoire. Et la troisième, qui est peut-être la plus anecdotique, mais qui est lourde de conséquences et qui révèle beaucoup de choses de notre histoire, la grande histoire, c'est où furent stockés et où a été conservé cet or. Donc, en dressant un peu rapidement le panorama, on peut dire que l'histoire de l'or, dont l'incarnation est le Napoléon, est au confluent de 3 éléments, de 3 questions. C'est pourquoi, combien et où. Revenons à la première question, le lien entre l'or et la monnaie. Revenons au coup d'État du 18 Brumaire. Napoléon Bonaparte donc, fait son coup d'État et installe un nouveau régime. Et une des premières mesures, c'est la création de la Banque de France, suivie 3 ans après, en 1803, de la création du franc germinal. Alors, le franc germinal était l'héritage de la Révolution et, dans une large mesure, de l'Ancien Régime, puisqu'il définit que 1 franc est égal à 5 grammes d'argent à 900 millièmes, c'est-à-dire 4,5 grammes. Et pour matérialiser cette équivalence, on frappe des pièces, les plus connues étant la pièce de 5 francs, qui a été donc 5 francs, donc 5 fois 5 grammes, 25 grammes d'argent à 900 millièmes. Là, au début du XIXe siècle, et dans une grande partie de l'Ancien Régime, la monnaie, c'est essentiellement l'argent. Et d'ailleurs, c'est ce terme-là qui est resté, puisqu'on parle d'argent. Donc, le franc est défini de manière principale par l'équivalence avec l'argent, mais aussi de façon accessoire et secondaire par rapport à l'or, dans un rapport 1 gramme d'or vaut 15,5 grammes d'argent. C'est la loi qui fixe cette équivalence monétaire. Et ce n'est que plus tardivement, et dans des conditions limitées, que seront frappées les premières pièces en or. Donc les fameux 20 francs, pièces de 20 francs, c'est le Napoléon. La pièce emblématique du franc germinal, qui est en fait la pièce que l'on connaît le plus et qui voit son succès à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, mais qui a été qui passait après la définition, à part l'argent et le fameux écu de 5 francs. Donc, voilà les débuts de l'équivalence. On a donc la monnaie est fondée sur l'argent et sur l'or. C'est ce qu'on appelle le bimétallisme. Ce bimétallisme va évoluer parce que c'est la loi qui fixe l'équivalence entre l'or et l'argent. Mais c'est la réalité économique et voire les découvertes de gisements qui fixent la rareté relative de ces 2 métaux. Donc, lorsqu'on découvre de nouveaux gisements, et en particulier en 1848 avec la ruée vers l'or de Californie, lorsque l'on découvre cet or outre-Atlantique, eh bien, les cours des métaux sont complètement chahutés.
on a un afflux d'or et une pénurie d'argent. Puis inversement, lorsqu'on découvre des gisements massifs d'argent dans le Nevada, c'est le contraire qui se passe. L'équivalence, donc on a un ratio commercial, on a un prix commercial qui varie en fonction de la rareté relative de ces deux métaux, et il y a un ratio légal qui est fixé de façon intangible par la loi. Cette tension entre ces deux ratios entraîne des contradictions qui fait que rapidement le système explose ou en tout cas n'est plus viable et on décide de cesser la frappe des pièces en argent. Et donc à partir de 1870, on est dans un régime qui est de fait monométallique, c'est le régime de l'étalon or. Donc même si théoriquement le franc est toujours défini par l'argent, c'est l'or qui devient la monnaie principale d'échange. On ne fera plus de nouvelles pièces d'argent et on laisse celle-ci, donc l'argent, vivre de sa belle mort et donc devenir une monnaie résiduelle. Donc on est dans la deuxième phase, c'est-à-dire la phase de l'étalon or. Après, avec la Première Guerre mondiale, on arrive dans une phase où ni l'or ni l'argent n'existent, puisqu'ils sont précieusement thésaurisés, ils servent à payer en France et dans les nations en guerre le commerce international. Mais en tout état de cause, ni l'or ni l'argent ne circulent, et on remplace les pièces par des billets de 5 francs ou de 20 francs qui sont mis en circulation pour l'occasion. Donc on a une deuxième phase qui part des années de 1914, qui est la date à laquelle les pièces métalliques sont démonétisées, jusqu'à 1928, où il y a une éphémère tentative de rétablissement de l'étalon or. On est donc dans une phase où la monnaie n'a plus qu'un lien ténu avec le métal. Ensuite, avec les troubles de l'entre-deux-guerres, le lien est quasiment définitivement perdu avec le métal, et après la Seconde Guerre mondiale, on décide de ne plus refrapper de pièces et de monnaies en or ou en argent pour leur valeur faciale. Alors on refrappera, mais j'y reviendrai après, des pièces en argent qu'on a connues, qu'on a pu connaître, mais qui n'ont pas leur valeur exacte de métal, puisque la valeur intrinsèque de la pièce est inférieure à sa valeur faciale, la valeur qui est inscrite sur la pièce. Mais ceci est une autre histoire. En tout cas, en 1944, le vrai changement, c'est l'arrivée du système de Bretton Woods. Donc, les puissances européennes et les États-Unis, qui étaient en guerre, décident d'organiser une grande conférence à Bretton Woods et de mettre en place le système de l'après-guerre avec la création du Fonds monétaire international et surtout l'équivalence du dollar et de l'or. Le dollar est considéré comme as good as gold, c'est-à-dire aussi bon que l'or, pour une équivalence fixe, 35 $ l'once. L'once troy, c'est-à-dire l'once qui vaut 31,10 grammes. Donc on a une équivalence forte et que pour tous les pays participants au système, il y a une équivalence, le dollar vaut l'or. Ce système fonctionne relativement bien jusque dans les années 60, puisque la discipline, le corset, le carcan qui avait contraint les économies au XIXe siècle et au début du XXe siècle à ne pas faire marcher la planche à billets, puisqu'il fallait que les billets soient justement adossés à l'or. Donc la croissance de la masse monétaire dépendait principalement de la croissance de l'exploitation des mines d'or. Et donc ce mécanisme, le mécanisme de l'étalon or pur, obligeait à une certaine rigueur monétaire. Avec Bretton Woods et les institutions nées de cette conférence de 1944, le dollar devient aussi bon que l'or,
Mais la contrainte donc, qui était propre à l'exploitation des mines et à la production d'or disparaît, puisque les États-Unis disposent du pouvoir de création monétaire et peuvent faire marcher autant qu'ils veulent leur planche à billets. Et donc, on s'aperçoit qu'au cours des années 50 et des années 60, la production ou la création monétaire américaine augmente et se diverse dans le monde entier, entraînant de l'inflation. Et les pays, à commencer par la France et l'Allemagne, commencent à accumuler des balances, c'est-à-dire des crédits américains en dollars, qui sont de plus en plus importants. Et c'est en 1965, lors d'une conférence connue, que le général de Gaulle décide de mettre fin, non pas à l'équivalence, mais à la politique qui consistait à accepter sans limite les dollars américains et demande la conversion de tout l'or, de tous les dollars détenus par la France en or et le fait rapatrier. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les Américains à s'endetter, et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Étant donné les conséquences que pourrait avoir une crise qui surviendrait dans un pareil domaine, nous pensons qu'il faut prendre à temps les moyens de l'éviter. Nous estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis, comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. C'est un moment important dans l'histoire monétaire puisque, on le verra, ça correspond donc à un changement, à une remontée des réserves d'or françaises. Et pour terminer cette fresque d'ensemble, c'est en 1971, donc le président Nixon aux États-Unis annonce qu'il met fin à l'équivalence du dollar et de l'or, c'est-à-dire que les États-Unis ne paieront plus les dollars contre de l'or et ferment le guichet de la Fed en disant maintenant le prix du dollar et de l'or, le dollar et l'or sont découplés. Donc on arrive après à la dernière phase, eh bien le lien entre l'or et les monnaies, à commencer par le franc, est de plus en plus ténu. C'est-à-dire que l'or devient désormais une matière précieuse ou même une matière première comme les autres, qui est soumise à la loi de l'offre et de la demande. Alors la Banque de France possède toujours dans ses réserves de l'or. Ça nous amènera à la question suivante, combien ? Mais cet or n'a plus de lien fort, n'a plus le lien consubstantiel avec la monnaie qu'il avait au XIXe siècle. Ce n'est que la réserve ultime. L'or ne représente que quelques pourcents de la couverture de la masse monétaire en euros que nous avons. Tout le reste, ce sont des crédits. Donc il n'y a plus ce lien fort et l'or devient l'actif ultime, la réserve, les bijoux de famille. C'est les bijoux de la famille France, en quelque sorte. Mais une fois qu'on a vu un peu l'évolution du rôle et du lien entre l'or et la monnaie, et le franc, et puis l'euro, il y a une autre question qui se pose naturellement, c'est combien ? Et donc là, ça nous amène à cette deuxième question, donc, et tenter d'y répondre. Pour en venir à la question combien,
il faut placer les deux bornes. Au début, en 1800, la Banque de France possède quelques kilos d'or seulement dans ses réserves. Et à ce jour, elle en possède 2435 tonnes. Donc, l'importance, on mesure l'importance du chemin parcouru en 2 siècles. Mais il y a une deuxième question, parce que cet or, là je vous parlais des réserves de la Banque de France, mais il y a l'or des Français. Et ça, c'est un des grands points d'interrogation. Parce que l'or, on peut autant, dans des banques, dans des institutions, il y a des comptables, il y a des gens dont c'est le métier d'être redevable du moindre gramme d'or, mais dans le public, on ne sait pas. C'est la tradition, puisque l'or a existé de tout temps, et dans chaque famille, il y avait quelques louis, puis quelques Napoléons qui se passaient de main en main. Donc, à ce jour, on estime que entre 1 et 3 fois la circulation officielle sont détenues par les Français et thésaurisées, c'est-à-dire c'est le fameux bas de laine. Donc, pour revenir aux encaisses de la Banque de France, on part de quelques kilos pour arriver à 2435 tonnes. Il faut voir les phases, mais aussi les événements. Qu'est-ce qui va faire que le montant, que le stock va varier? Alors, on peut distinguer 4 grands facteurs qui vont influencer justement le stock d'or de la France, ou le stock d'or en général. Le premier, c'est la balance des paiements, c'est-à-dire que la France est insérée dans le commerce mondial et doit payer ou recevoir des paiements d'autres pays. Et ces paiements, jusque dans les années 1971, étaient faits essentiellement en or. Donc, si on exportait plus qu'on importait, on recevait plus d'or. Et dans le cas contraire, eh bien, on perdait son stock d'or. C'était classiquement la balance des paiements et l'ajustement se faisait par la variation du stock d'or. Donc, quand la croissance était faste et quand l'économie était au rendez-vous, eh bien, le stock d'or augmentait naturellement. Il n'y avait pas de paiement centralisé, c'est-à-dire qu'un Américain achetait des bouteilles de vin, le paiement, c'était des francs or. Il amenait, pour se procurer ces francs or, qu'est-ce qu'il avait? Soit il avait des traites commerciales sur la France. Déjà, il pouvait, avec du papier qui était escompté, etc. Ça, c'était classique. Mais aussi, ce qu'il faisait, il avait des monnaies américaines en or, des Eagles, des pièces de $10, de $20. Il les envoyait en France, on les amenait à la monnaie de Paris, elles étaient refondues et refrappées en pièces de 10 et 20 $, en pièces de 10 et 20 francs. C'était pas plus compliqué que ça, et il n'y avait aucune intervention étatique, c'était pas du tout centralisé, c'est-à-dire c'était du privé, c'était commercial. Donc c'est pour ça que c'était des milliers ou des millions d'agents économiques qui, par leur action individuelle, faisaient donc arriver à faire que les flux se compensaient ou ne se compensaient pas, et donc s'il y avait plus d'importation que d'exportation, eh bien, l'or partait dans les autres pays, c'est-à-dire que les importateurs français envoyaient des pièces de 10 francs ou de 20 francs, par exemple en Russie ou en Angleterre. Celui qui recevait ces pièces, soit il avait à payer, il pouvait les conserver, ou plus exactement, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait à la monnaie locale, on les refondait. Alors il y avait un petit droit qui était c'était ce qu'on appelait le seigneuriage, quelques pourcents, et on lui donnait la monnaie qui avait cours légal avec l'équivalence monétaire. Donc c'était vraiment un système extrêmement simple, mais assez rigide, puisque si vous n'étiez pas en mesure de payer, vous n'étiez pas livré, et on ne vous faisait pas crédit. Ce système qui repose essentiellement sur les comportements d'entrepreneurs individuels, finalement, s'arrête, puisque après, ce sont les banques centrales qui prennent le relais, et c'est centralisé après la Première Guerre mondiale.
après la Première Guerre mondiale, ce sont d'autres mécanismes, puisque l'or n'est plus incarné physiquement par des pièces. Il correspond aux réserves des banques centrales, et ce seront les banques centrales qui feront des mouvements entre elles, de façon physique ou de façon virtuelle. Mais ceci est une autre histoire. J'en reviens donc au deuxième grand facteur qui va faire varier donc le montant du stock d'or dans un pays. C'est la thésaurisation. La thésaurisation, c'est-à-dire le bas de laine. Eh bien, si dans les périodes d'incertitude, par exemple, où on s'attend à ce qui est une forte inflation ou à des troubles économiques, eh ben, on achète de l'or. C'est encore valable de nos jours. C'est-à-dire que l'or comme valeur refuge. Et quand les temps vont mieux, eh bien, on revend cet or et on achète des biens de consommation. Donc il y a une forte fluctuation, mais là, encore une fois, c'est une grande inconnue. On n'a aucune idée véritable de ce que détiennent les Français et de ce que détiennent les particuliers comme or. La seule chose que l'on sache véritablement, c'est que les Français sont parmi les plus importants thésaurisateurs au monde et qu'il y a une très forte tradition du bas de laine rempli de pièces d'or et qui se passe de génération en génération, généralement hors de la présence du fisc et du notaire. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas savoir combien le stock d'or. Mais la seule chose, c'est qu'on sait qu'il varie et qu'en particulier, pendant des périodes troublées, comme les guerres ou les tensions, la demande d'or part à la hausse et s'essouffle lorsque les choses vont mieux. C'était donc le deuxième point. Le troisième point, ce sont les arbitrages de portefeuille. Alors, c'est un terme un peu technique, mais ça, on revient dans le domaine des banques centrales, c'est-à-dire de la Banque de France, qui possède donc un stock d'or important. Mais l'or est une des contreparties de la monnaie, c'est-à-dire que quand une banque centrale émet de la monnaie, elle ne l'émet pas comme ça, elle ne fait pas de la planche à billets et distribue pas la monnaie, c'est-à-dire elle l'a en contrepartie d'autres éléments. Alors soit c'est des crédits qu'elle fait à l'économie, des crédits qu'elle fait à l'État, ou des devises et de l'or. Et si elle décide, par exemple, qu'elle a trop de livres sterling et pas assez d'or, ou pas assez de francs suisses, eh bien elle peut décider d'acheter plus d'or ou plus de francs suisses, et inversement. Donc ces mouvements de balancier ou de va-et-vient qui sont liés à la fois à la balance des paiements, mais dans sa version moderne post-1914, ou à des raisonnements qui seront peut-être plus techniques ou plus politiques, font qu'il y a une forte variation donc, de cet élément et de ce poste qui fait qu'on a une fluctuation importante du stock d'or. Le quatrième et dernier point, ce sont ce qu'on pourrait appeler les opérations spéciales. C'est-à-dire que le stock d'or peut être lié à des dons. On peut donner son or, ou plus exactement se le faire voler, c'est arrivé, ou subir des rançons. Par exemple, après les guerres napoléoniennes, après la défaite de 1870, eh bien, la France a dû payer une indemnité or très forte. C'était en milliards de francs. Et donc, il a fallu envoyer des caisses, des camions, ou plus exactement des trains entiers d'or en Allemagne pour payer l'indemnité de guerre. Donc ce sont ces opérations spéciales qui peuvent faire varier de façon importante le stock d'or. Alors il y a des opérations aussi qui sont liées aux révolutions. C'est généralement la révolution russe. La Banque de France avait prêté à la Banque de Russie 15 tonnes d'or qu'elle n'a jamais revues. Il y a eu aussi d'autres opérations, la Banque de France avec la Banque d'Espagne pendant le Front populaire et la guerre d'Espagne a perdu aussi une 50aine de tonnes d'or. C'est ainsi que ces facteurs un peu historiques et complètement atypiques vont faire varier donc le stock d'or. Mais une fois qu'on a un peu décrit ces 4 causes de changement principaux, essayons de voir un peu comment va varier l'or, donc
du point de 1800 à 2000. On peut distinguer 3 grandes phases. Donc, mais le plus simple, c'est de le voir sur le graphique. Si on regarde, on voit 2 grands pics. Donc, on voit une lente croissance de 1800 à l'après-Première Guerre mondiale, jusque dans les années 30. Donc, c'est une croissance assez régulière. Donc, l'or arrive en France essentiellement par la balance commerciale qui est positive, c'est-à-dire que la France est un pays qui exporte à l'étranger et qui reçoit, qui accumule de l'or. Ensuite, il y a un deuxième facteur, c'est la confiance dans le franc. Mais on voit donc un mouvement assez régulier que la Première Guerre mondiale n'entame assez peu. Alors, il y a un système de bascule, c'est-à-dire que la France, à la fois, est obligée de payer beaucoup toutes ses importations pendant la Première Guerre mondiale vers les pays neutres, qui s'enrichissent. Par exemple, c'est comme là, les pays d'Amérique du Sud, l'Espagne, ou les États-Unis et le Canada, qui, eux, ne sont pas en guerre, ou pas immédiatement, et perd donc de ses réserves, mais qui sont compensés par le patriotisme des Français, qui apportent leur or à la Banque de France pour soutenir l'effort de guerre. Donc, on a ce basculement entre de l'or public et de l'or privé. Mais on a donc un mouvement assez régulier. Ensuite, on a un premier pic qui apparaît, qui est très fort, et qui apparaît dans les années 30. Alors, c'est une période très particulière, parce que donc le pic commence dans les années 1928-1930. La plupart des pays occidentaux, ou en tout cas européens, ont subi, donc, ont eu leur système monétaire complètement perturbé et mis à mal par la Première Guerre mondiale. L'or a disparu. Donc, les billets n'étaient plus convertibles. La parité d'avant-guerre n'était plus tenable, puisqu'il y avait eu l'inflation, phénomène qu'on ne connaissait pas au XIXe siècle. Donc, en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne est la première nation à vouloir rétablir en 1925, vers 1925, la parité or avec la livre sterling, à la parité d'avant-guerre. C'est la volonté de Winston Churchill qui impose de revenir à la parité d'avant-guerre. La France n'y arrive pas, ou n'y arrive que plus tardivement, mais en 1928, au prix d'une dévaluation de 80%. C'est-à-dire que le franc, la valeur or du franc est dévaluée des 4/5. Le franc, la pièce de 20 francs représente 100 francs. 100 francs point carré. Donc on a ce rétablissement de l'or, mais au prix d'une très forte dévaluation. Alors, ceci s'explique aussi par le fait que la France avait été le pays le plus meurtri par la Première Guerre mondiale, puisque, ne l'oublions pas, les combats s'étaient majoritairement poursuivis sur son territoire. Donc, du fait des destructions, donc c'est pour ça que le franc a réussi à se rétablir, mais au prix d'une terrible dévaluation. Et la troisième grande monnaie, on va dire, c'est le dollar. Le dollar, qui avait très bien vécu pendant la Première Guerre mondiale, pendant les années 20, se trouve, avec la crise de 1929, complètement chahuté. Et pendant les années 30, on a la livre sterling en 1931 qui est obligée d'évaluer et qui renonce à l'arrimage or. Ensuite, l'économie des États-Unis est en pleine récession, c'est la grande dépression des années 30, et finalement, il n'y a que la France qui reste comme le grand pays à avoir une monnaie assise sur l'or, le franc point carré, certes qui avait été déprécié, mais qui est vraiment, on a rétabli les talons or d'avant la Première Guerre mondiale, et ce qui fait que l'or du monde arrive et est concentré en France. Et tout le monde vient apporter son or pour avoir des francs, puisqu'il sait qu'il pourra le rééchanger dans l'autre sens. Et donc investir et placer. On a donc une éphémère prospérité en France, qui est suite consécutive à la dévaluation Poincaré, entre 1928 et 1936. Mais
ce qui fait que les réserves d'or explosent littéralement et on a le maximum historique jamais atteint qui est environ 5000 tonnes d'or qui arrivent en France. La France est l'aimant, si tant est qu'un aimant puisse attirer de l'or, mais attire tout l'or du monde. Et à l'époque, Fort Knox n'existe pas encore aux États-Unis, puisqu'il ne sera créé qu'en 1936 et ne sera connu que bien après. Et c'est la souterraine de la Banque de France, mais ça je reviendrai après dessus, qui a une célébrité mondiale. C'est le lieu où est stocké tout cet or. Mais n'anticipons pas. Donc on a ce mouvement, cette phase très, très rapide d'ascension, et une phase tout aussi rapide de baisse après 1936. En 1936, c'est l'arrivée du Front populaire et d'une dévaluation et des mesures. Donc la confiance s'effrite et donc tout l'or qui était venu en France part se réfugier à l'étranger, à commencer par les États-Unis, puisque Roosevelt a dévalué lui aussi le dollar et a trouvé une nouvelle parité, la parité qui durera jusque dans les années 1971, 35 $ l'once. Ensuite, l'or part aussi en Suisse. Ça, c'est un refuge classique pour l'or français. Mais donc, on revient assez rapidement à un minimum, à la situation d'avant le franc Poincaré, autour de 2000-2500 tonnes d'or. Puis arrive la Seconde Guerre mondiale, où là, l'or est mis en sécurité, mais va progressivement s'effriter, il va être consommé, utilisé pour les importations des produits de première nécessité et pour la reconstruction, puisque après la Seconde Guerre mondiale, la France est quasiment ruinée, il y a plus d'1 million de logements ont été détruits, l'économie avait été mise à genoux par l'occupation, donc il faut tout reconstruire, mais il faut des matières premières, il faut des outils, des machines, et ça on va les acheter aux États-Unis avec les quelques réserves d'or qui nous restent. Et le minimum est atteint de 500 tonnes entre les années 1945 et 1950. Donc on a un creux qui arrive à ce moment-là. Après, à partir des années 1950, c'est les fameuses 30 glorieuses. Donc la France se remet à produire, remet à exporter, donc la balance des paiements devient positive et on importe des dollars, mais les dollars sont aussi bons que l'or, comme on le sait, et on a un décalage, c'est-à-dire qu'on voit que l'or reste assez stable des années 1945 aux années 1950. Et pourtant, la France s'est remise à exporter. Que se passe-t-il ? En fait, c'est très simple, on accumule des balances dollars, mais qu'on ne convertit pas en or. Et ce n'est que dans les années 60 que, à la suite de ce que De Gaulle, quand De Gaulle met fin à ce qu'il appelle l'exorbitant privilège du dollar, c'est-à-dire le fait que le dollar soit la seule monnaie qui soit considérée comme aussi bonne que l'or. Donc, quand De Gaulle, avec sa conférence de presse de février 1965, dit « je décide de convertir tous les dollars que la France a et que la Banque de France détient pour le compte de la République, donc décide de les convertir en or », eh bien, du jour au lendemain, ce sont des centaines de tonnes d'or qui vont grossir le stock virtuellement donc, de la Banque de France. Donc, on a un deuxième pic qui arrive quasiment au niveau du premier pic des années 30, qui arrive dans les années 65-67. Et le pic suivi d'une chute presque aussi brutale en 1968-69, après les événements de mai 68, quand à nouveau la confiance disparaît, qu'il faut dévaluer, et que, avant de dévaluer, avant de se résoudre à dévaluer, eh bien, on essaye de défendre le franc, de maintenir le franc, c'est-à-dire, quand on dit il faut maintenir le franc, c'est-à-dire on vend de l'or pour acheter des francs. Et donc, les stocks d'or fondent,
Et ce n'est qu'en 1969 qu'il faut se rendre à l'évidence, il n'y a pas d'autre solution que d'évaluer. Et donc on arrive à un deuxième creux, alors certes plus élevé, puisqu'on met moins de temps avant de d'évaluer, et que en 71, l'or est stabilisé. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus que des opérations qui sont gérées conjointement, c'est-à-dire que les banques centrales décident d'un commun accord à vendre une partie de leurs réserves d'or, puisque l'or, après la fin de Bretton Woods, après 1971, n'a plus de rôle spécifique. Et donc, il est plus intéressant pour les banques centrales de détenir du yen, du Deutsche Mark, du dollar, de la livre sterling que de l'or, puisque quand elles détiennent de la livre sterling ou du franc suisse, eh bien, elles ne détiennent pas des billets en francs suisses, mais des bons d'État, qui, eux, rapportent, alors que l'or ne rapporte rien. Donc, c'est pour ça qu'on voit la deuxième baisse, mais qui est stabilisée assez rapidement. Donc, voilà un peu le panorama qui nous amène aux 2435 tonnes d'or qui sont actuellement en stock à la Banque de France. Mais actuellement en stock, et ça nous amène, mais où est conservé cet or? Je vais essayer de retracer brièvement les déplacements ou les tribulations de cet or. Cet or, au début, se trouve dans le premier siège de la Banque de France, qui est l'Oratoire du Louvre. En 1800, lorsque la Banque de France est créée, le premier consul, Napoléon Bonaparte, donne ou loue à la Banque de France le temple, l'ancienne église du Louvre, qui est maintenant un temple protestant, donc pour y installer ses opérations. Pendant 6 mois, la Banque de France est là. Alors on ne sait pas où se trouvait l'or, mais enfin, comme c'était quelques kilos, on peut imaginer qu'il se trouvait dans la sacristie ou dans une des caves de cette église. Après, le deuxième siège de la Banque de France a été l'hôtel Massiac, qui était un ancien hôtel particulier qui se trouvait sur la place des Victoires. Là, on a des plans qui montrent que dans les caves, ils avaient mis des caves blindées, c'est-à-dire il y avait des plaques de fonte pour éviter toute intrusion, et que là, l'or était stocké. Mais ça nous amène, puisque en 1811, la Banque de France s'installe dans l'hôtel de Toulouse, et installe donc ses réserves, transfère ses réserves. Et là, on a les plans qui montrent l'accumulation ou la construction sans cesse de nouvelles caves dans cet hôtel. Et des caves, en fait, on a recyclé les anciennes caves à vin du comte de Toulouse. Donc, l'or n'est qu'à quelques dizaines de centimètres sous terre. Il n'est pas en profondeur. Et c'est là que intervient ou arrive un événement imprévu, c'est la Première Guerre mondiale. Lors de la Première Guerre mondiale, Paris est soumis à des bombardements. La Grosse Bertha, donc, arrive à tirer à plus de 100 km sur la capitale. Dans un premier temps des zeppelins, puis ensuite des avions viennent bombarder Paris. Ensuite, on a vu, avec Verdun, la puissance de feu considérable de l'artillerie. Et manifestement, les réserves d'or qui avaient été évacuées pendant la Première Guerre mondiale, qui avaient été mises en sécurité dans les succursales de Bordeaux et du sud-ouest de la France, donc ne sont plus en sécurité. Et c'est pour ça que, dans l'immédiate après-guerre, en 1924, est décidée la construction de la souterraine. La souterraine, c'est un coffre-fort géant qui est à 27 mètres sous terre, donc qui est construit sous le siège de la Banque de France, avec une technique de construction en mine, c'est-à-dire on creuse des puits de mine, on creuse des galeries, et on fait une salle de 100 mètres sur 100 mètres, donc de 1 hectare de superficie, pour y stocker cet or. C'est sous le gouverneur Robineau qu'est engagée la construction de la salle souterraine. Au sortir de la guerre, il s'agit de protéger l'encaisse métallique de la Banque de France d'une éventuelle invasion ou d'un mouvement insurrectionnel. La construction s'étale de mai 1924 à novembre 1927 et constitue dans un premier temps un immense chantier de démolition en plein cœur de Paris. La Banque de France a en effet acheté plusieurs immeubles pour disposer du terrain nécessaire au projet. Les premiers travaux de creusement commencent avant même que ces immeubles ne soient rasés et déblayés pour laisser la place aux cabanes et divers ateliers du chantier. Le terrain est instable. La Grange Batelière, rivière souterraine, s'y infiltre.
C'est donc un véritable défi technique que relève l'architecte Alphonse de Frasse et les 1200 ouvriers qui se succèdent jour et nuit sur le chantier. On creuse d'abord 4 puits délimitant la surface de la souterraine. Au plus profond, ces puits sont reliés entre eux par 4 galeries principales, puis par des galeries parallèles. Au fur et à mesure de leur progression, les ouvriers construisent des piliers d'étaiement chargés de soutenir le ciel de la salle. Au total, c'est une gigantesque excavation d'1 hectare soutenue par 720 piliers qui est réalisée. S'y ajouteront ensuite plusieurs parois de béton, ciment, plâtre et béton armé pour assurer à la fois sa solidité, son étanchéité et son inviolabilité. Une solution de drainage permet d'abord de protéger totalement l'intérieur de la souterraine des infiltrations de la grange batelière qui s'écoule juste au-dessus. Puis, c'est un système d'accès inédit qui rend le lieu inviolable. Il est constitué d'une tourelle de béton de 2,30 m de diamètre et 6 mètres de haut, recouverte d'acier anti-chalumeau. Un tunnel permet le passage du personnel. Toutefois, ce passage peut être condamné par un gigantesque bloc obturateur monté sur rail et conduit par un tracteur électrique. La tourelle pivote alors de 90 degrés autour de son axe. À la place du passage, un obstacle de béton et d'acier infranchissable. Enfin, sont installés tous les systèmes assurant la sécurité, l'aération et plus généralement le bon fonctionnement du lieu. Car si la souterraine est un bunker destiné à protéger l'or, elle est aussi conçue comme un véritable abri en cas de guerre ou d'insurrection. Cuisine, installations sanitaires, machinerie pour le chauffage, l'éclairage et le renouvellement de l'air doivent permettre à ses occupants d'y vivre en autarcie pendant 80 jours. La souterraine s'achève et malgré des conditions particulièrement difficiles, la construction n'a connu aucun accident sérieux. Le chantier est immortalisé par Paul-François Hurtin, qui peint les ouvriers au travail dans 7 toiles conservées par la Banque de France. En 1937, l'exposition internationale de Paris fournit à la Banque de France l'occasion de présenter la nouvelle salle au public. La mise en scène lui donne l'illusion de se trouver au cœur même de la forteresse. L'engouement est énorme. Grands de ce monde, artistes, banquiers, étudiants se passionnent pour le lieu. Dans l'un de ses récits de voyage, l'écrivain Stefan Zweig le qualifiera de royaume des milliards. Aujourd'hui encore, malgré les nombreuses demandes, les visites restent rares. C'est que la souterraine, à 25 mètres sous terre, continue de protéger près de 2500 tonnes d'or, représentant 60 milliards d'euros. L'or de la France. Nous avons donc le deuxième grand lieu de stockage de l'or de la Banque de France. En 1940, ou même avant, puisque la guerre, dès les années 1932-33, la Banque de France et les autorités se mettent à redouter un nouveau conflit et entreprennent une campagne de mesures pour mettre l'or en sécurité. En particulier, l'or n'est plus stocké près des frontières Est, c'est précis, et va être progressivement rapatrié en petite partie à Paris, mais vers la façade atlantique, vers les succursales de Mont-de-Marsan, de Bordeaux, et il sera ensuite complètement évacué pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès le début, en juin 1940, lorsque les Allemands pénètrent dans Paris et vont voir dans la souterraine, réclament à voir la souterraine et à réquisitionner l'or, la souterraine est vide, a été complètement vidée de son or, qui se trouve stocké à la fois aux États-Unis, à la Martinique et en Afrique. Donc l'or est déplacé par les événements. Il reviendra après la Seconde Guerre mondiale, en quantité plus réduite, puisqu'il faudra payer la reconstruction de la France, et, chose beaucoup moins connue, il en repartira en partie en 1950 pour aller se réfugier en Afrique à cause de la guerre froide et de la guerre de Corée. Donc, à partir des années 1960, donc, l'or vient être principalement en France à la souterraine, sauf l'or qui est converti des États-Unis, puisque avec la décision du général de Gaulle de convertir les réserves en dollars de la France et de les convertir en or, les Américains livrent cet or aux États-Unis.
et il est donc en dépôt à Fort Knox. Les Américains s'attendent à ce que on le laisse en dépôt, puisqu'il est de bonne pratique entre banques centrales de se faire confiance et de laisser son or donc, dans une autre banque centrale, sous dossier, avec des garanties bien sûr, mais il est à disposition. Et c'est là que le général de Gaulle décide de faire rapatrier cet or en France. Alors, dans un premier temps, il avait envisagé de le faire rapatrier sur des navires militaires, et son jeune ministre de l'économie et des finances, Valéry Giscard d'Estaing, l'en dissuade et lui dit qu'il serait mieux d'utiliser, pour éviter de froisser les Américains, des navires ou commerciaux. Et c'est ce qui se passe. Ce rapatriement de l'or provoque aux États-Unis un véritable tollé, et de façon assez ironique, il arrive à peu près au même moment où le film Goldfinger de James Bond sort sur les écrans. Et très rapidement, il y a un amalgame qui se fait entre Goldfinger, qui volait l'or de Fort Knox des États-Unis, et Goldfinger, de Gaulle, qui vient certes réclamer son or, mais que les Américains trouvent peu élégant de cette demande de restitution. Donc voilà, l'or se trouve essentiellement, donc, et revient en France, donc il se trouve actuellement, les 2435 tonnes d'or, dans les sous-sols, à 27 mètres sous terre, 31 rue Croix des Petits Champs, dans le premier arrondissement à Paris, donc dans cette souterraine qui a été construite entre 1924 et 1927. Bien évidemment, elle ne se visite pas, parce que pour des raisons évidentes de sécurité, mais l'or est bien présent, et donc régulièrement, les auditeurs viennent pour tester la validité et que les stocks sont bien tenus. Alors, pour conclure, on peut se demander à quoi sert cet or ? Parce que régulièrement vient l'idée, mais si on vendait cet or, on pourrait peut-être rembourser la dette ou faire des tas d'autres choses. Bien, la réponse est non. Ça ne sert à rien de vendre cet or, parce que de toute façon, ça serait lâche. Il faudrait le vendre, mais pour acheter autre chose, puisqu'il sert de contrepartie à la monnaie. Ensuite, on est impressionné par le chiffre 2435 tonnes d'or. Ça fait 2 435 000 lingots de 1 kilo, donc ce qui n'est pas rien. Mais quand on ramène au nombre de Français, eh bien, ça fait juste 6 Napoléons, 6 pièces comme ça par Français, ce qui est quand même assez peu. Mais c'est beaucoup collectivement.